D'abord, madame, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a eu que 5 tonnes au terme du traitement classique usuel à l'ICAT, mais il y a eu un traitement spécial et différencié pour reconnaître le tort qui a été causé à l'Algérie en 2010, où donc 100 tonnes supplémentaires en plus ont été octroyées. Donc le quota de l'Algérie est actuellement de 243 tonnes au lieu de 138 tonnes pour l'année passée. Donc c'est une augmentation qui est substantielle par rapport donc aux difficultés qu'il y avait à la réunion de la commission, dans la mesure où l'avis scientifique du comité scientifique de l'ICAT a voulu maintenir le total admissible de capture pour la Méditerranée et l'Atlantique Est au niveau actuel, c'est-à-dire le niveau qui a été préconisé en 2010, qui devait être absolument reconduit en 2012, donc 12 900, 13 400, et cela est très réduit comme marge pour tous les pays de la Méditerranée et de l'Atlantique Est, qui ont des difficultés en termes de capacité de capture, c'est-à-dire l'ICAT cette année a préconisé que tous les pays membres réduisent leur capacité à hauteur de leur quota. Et croyez-moi, plusieurs parties devaient absolument rentrer avec un quota supplémentaire où ils sont dans l'obligation ou de casser des navires ou de les reconvertir. D'où la difficulté donc de cette réunion. Justement, la réunion de Tanger, donc en termes clairs, si on comprend pour vos propos, Monsieur Narli, on a bénéficié en termes de quota de 143 tonnes,83, en plus 100 tonnes supplémentaires. C'est bien ça? Absolument, madame. Et bon, la réunion s'est déroulée à Agadir. Excusez-moi, mais est-ce que cette absence de 3 dernières années, avec tous les cafouillages qu'on a vécu, la polémique autour de cette question, une année on ne nous a pas octroyé le visa, une autre année les tonniers n'étaient pas notifiés, est-ce que cette situation nous a en définitive causé des torts? Certainement, madame, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que, suite donc à l'accident de parcours de 2010, les autorités ont accordé une attention particulière à ce dossier sensible, et depuis 2010, des efforts considérables ont été fournis, que ce soit en termes opérationnels, donc pour mettre en exploitation l'armement tonnier national, ou en termes donc de préparation technique, et dernièrement même en termes diplomatiques, où il faut le dire, une campagne diplomatique d'envergure a été menée pour préparer cette réunion. Donc avec tous ces appuis, l'Algérie a pu donc recouvrer une partie substantielle de son quota, avec la reconnaissance de ces efforts, vu que la préoccupation qui pesait sur l'Algérie de la part de la Commission a été levée, et maintenant l'Algérie se retrouve parmi les rares pays de l'ICAT qui ne font l'objet d'aucune action particulière. Les autres pays ont soit une lettre de préoccupation, soit pire, une identification de la part de la Commission. Il y a eu donc une augmentation au titre du traitement général, une augmentation au titre du traitement spécial et différencié, reconnaissant ainsi le droit de l'Algérie, et encore plus intéressant, un engagement clair et explicite de la Commission de rétablir le quota de l'Algérie en priorité lors des prochaines augmentations de total admissible de capture et d'allocation de quotas. Alors justement, on a récupéré une partie substantielle de notre quota, mais pas tout notre quota, Monsieur Narli. Pourtant, pour cette saison, le quota mondial a été augmenté de 600 tonnes. Vous avez parlé de l'engagement de l'ICTA, de l'augmenter pour les années à venir. Quel a été l'engagement justement de la commission, de la SICTA?
Donc, madame, comme je vous le disais... Je sais que la négociation était très dure. Absolument, parce que comme je vous le disais, 600 tonnes, c'est peut-être, ça pourrait peut-être paraître beaucoup pour un pays ou pour un petit groupe de pays, mais pour 48 membres de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, c'est trop peu comme marge d'augmentation, surtout qu'il y avait des plans de réduction de capacité qui ont été imposé par la Commission à tous les membres, et ce plan de réduction touche à sa fin cette année. Donc pour cette année, ou bien les pays ont des capacités correspondant à leur limite de capture, ou bien ils doivent casser ou reconvertir des navires. Donc d'où la difficulté. Toutes les parties contractantes voulaient absolument émarger à cette infime augmentation de 600 tonnes, et l'Algérie a pu donc obtenir la part la plus importante de cette augmentation globale. Alors justement, l'an dernier, le quota était de 138 tonnes. Ce quota a-t-il été pêché dans sa totalité par l'Algérie? Oui, madame, ce quota donc de 138 tonnes a été pêché en partie. C'est la moitié de ce quota qui a été pêché. Combien? 69 tonnes exactement. Pourquoi on n'a pas pu pêcher la totalité? Alors pourquoi? Parce qu'il fallait un ensemble donc de conditions à réunir. Le cadre réglementaire qui était en vigueur, il faut le signaler, n'était pas adapté pour l'intervention de l'armement algérien. Donc il y a eu beaucoup d'efforts pour amender ce cadre réglementaire. Malheureusement, cela a pris beaucoup de temps et il n'a pu être promulgué que 10 jours avant la fin de la campagne. C'est une première pour l'armement algérien, et en 10 jours, 2 navires ont été donc engagés. 2 navires tonniers. Je rends hommage à travers votre émission aux opérateurs qui ont été très à la hauteur. Donc ces 2 opérateurs ont engagé leurs navires à 10 jours de la fin de la campagne, une semaine avant. Donc ils ont navigué pour cette pêche, et un navire a eu de la chance, a pu donc capturer, et l'autre navire n'a pas eu cette chance. Mais avec cela, nous avons démontré à l'ICAT, et cela a été reconnu par la Commission, que nous avions non seulement les capacités de pêcher, les capacités opérationnelles de pêcher notre quota, mais en plus une discipline, la capacité d'imposer et de retenir une discipline pour cette pêcherie. Alors, M. Narly, pour être concret, je sais que vous êtes rentré hier soir, très tard, vous êtes encore dans l'esprit de cette négociation. Pour être concret, combien de tonniers vont participer à cette pêche pour cette saison? Puisque l'année dernière, comme vous l'avez déclaré, 2 tonniers avaient été notifiés, mais finalement, un seul a pu pêcher. Donc, les 76 tonnes que dont vous avez parlé tout à l'heure. Pour cette saison, combien de tonniers? Oui, madame, l'équation est très simple. Dès lors qu'il faut engager des capacités de pêche à hauteur du quota qui est alloué. Nous sommes approximativement 250 tonnes. C'est normalement 5 tonniers seineurs qui doivent être engagés. Simplement, il y a possibilité, dès lors où des tonniers seineurs et des palangriers sont engagés, d'accroître ce chiffre à 6 ou à 7 navires. Nous avons les capacités de le faire, et également donc l'organisation pour opérer ces navires. Alors pour la première fois, on va pêcher notre temps avec nos propres tonniers, puisque par le passé on faisait appel aux armateurs japonais et turcs. Oui, madame, comme je vous le disais, nous avons développé des capacités opérationnelles et une organisation suffisante pour avoir donc un armement opérationnel. Nous l'avons démontré l'année passée, donc nous allons le faire nous-mêmes. Alors,
Une autre question, nous savons que sur la question des tonniers, les subventions qui leur ont été allouées, pour certains qui n'ont pas acquis les moyens nécessaires, il y a eu autour de cette question beaucoup de polémiques. Est-ce que tout le monde aujourd'hui est rentré dans les rangs et tout le monde aujourd'hui est conforme à la législation? En tous les cas, madame, tout est réglé. L'administration a fait ce qu'elle devait faire et maintenant l'ensemble des tonniers qui n'étaient pas aux normes par rapport à ce qui a été retenu dans le cahier des charges ont mis à niveau leur navire pour certains, pour d'autres l'opération est en cours. Il y a eu retrait de subventions pour ceux qui ne se sont pas conformés? Pas encore, madame, dès lors que vous savez très bien que notre institution judiciaire est souveraine et indépendante, et dès lors qu'il n'y a pas encore d'arrêt de la part de cette institution, cette opération n'est pas encore engagée, et ce qu'il faut retenir, c'est que les opérateurs tiennent à cette pêcherie et se mettent à niveau pour justement opérer leur armement. Monsieur Kemal Narli, beaucoup de questions. On a abordé la question des tonniers, la conformité par rapport à la législation, la mise à niveau. Combien de poursuites sont engagées aujourd'hui par votre département ministériel à l'égard de ceux qui ne se sont pas à ce jour conformés pour le retrait de la subvention? Il y a bien 7 dossiers qui ont été introduits en justice. Mais les opérateurs, je vous le disais, n'ont pas baissé les bras et veulent absolument mettre à niveau leur armement par rapport au cahier des charges. Et nous avons bon espoir qu'ils rendent opérationnel leur navire pour qu'ils puissent renforcer l'armement tonnier national. Alors le thon rouge, c'est un produit boursier très sollicité par certains pays, comme par exemple le Japon. Sa valeur est inestimable. Est-ce que par exemple aujourd'hui, on rentre dans la pêche, est-ce qu'on est en train de mettre en place des politiques pour aller vers la transformation éventuelle de ce thon rouge? Ou alors il est exporté dans l'État? Vous savez, ce qu'il faut retenir, c'est que, vous l'avez bien dit, sa valeur marchande au niveau international est telle qu'il est... Il a pratiquement le prix de l'or. Tout à fait, on l'appelle l'or rouge. Il est exporté en l'état pratiquement pour des marchés spot au niveau mondial. Donc ce n'est pas un produit qui serait intéressant pour la transformation. Communément on appelle ces espèces thon, mais il faut vraiment faire la différence. Ce qui est transformé en général, c'est le thon blanc ou le yellowfin tuna, le thon à nageoire jaune, mais rarement ou peut-être jamais le thon rouge qui est exporté par tous les pays, même les pays développés, donc en l'état ou frais réfrigérés ou congelés, vers marché asiatique, et c'est là où il rapporte le plus pour les États qui l'exportent. Alors combien génère-t-il en valeur ajoutée pour l'Algérie? Ou combien a-t-il généré? Parce que l'année dernière on était un peu présent, on a pêché la moitié de notre quota qui était de 138, donc 75 tonnes. Pour cette question, madame, il faut savoir que il y a une double recette pour l'État algérien. Il y a d'abord les redevances que doivent payer les opérateurs pour participer à cette campagne. Donc il y a une redevance fixe par rapport au nombre de navires qu'engage ou qu'engagerait l'opérateur, et il y a une redevance variable à la tonne de thon autorisé. Donc il y a ces redevances qu'il faut comptabiliser. Elles ont été perçues par le Trésor public. Et il y a également pour ces opérations les exportations qui génèrent également des recettes en devises pour le Trésor public à travers les opérations de rapatriement du produit de l'exportation. Alors le secteur de la pêche, une attention particulière lui est accordée par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, vous mettez en place une feuille de route. En quoi consiste-t-elle pour relancer l'activité de la pêche?
En ce qui concerne la feuille de route, d'abord il faut dire que ce dossier de thon rouge, dossier ICAT et dossier pêcherie algérienne de thon rouge, a constitué l'une des actions prioritaires de cette feuille de route. Cette feuille de route, en quoi consiste-t-elle? Son objectif principal, c'est de parvenir à un développement intégré et durable des activités de pêche et d'aquaculture. Pour ce faire, les objectifs spécifiques, donc ça c'est l'objectif global de ce cadre logique de la feuille de route. L'objectif spécifique, les objectifs spécifiques sont la contribution à l'effort national de sécurité alimentaire. Vous savez que nous faisons partie donc du secteur primaire. Deuxièmement, contribuer à la politique nationale de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail des professionnels. Et troisièmement, donc avoir un développement durable et une exploitation durable des ressources, que ce soit par rapport aux critères écologiques et également surtout aux critères économiques. Maintenant, en ce qui concerne les objectifs opérationnels, il y a trois objectifs opérationnels. Le premier étant la finalisation du programme présidentiel du quinquennat, donc 2010-2014, et de toutes les opérations qui ont été inscrites. Deuxièmement, il y a la valorisation, donc l'entrée en exploitation. Il ne s'agit pas que de réaliser des bâtiments ou des bâtisses, mais encore faut-il les mettre en exploitation de manière optimale. Le troisième objectif, c'est en parallèle de dégager une vision à moyen et long terme pour le développement du secteur. Alors justement, par rapport à ce troisième aspect, dégager une vision sur le long et moyen terme, excusez-moi, lapsus. Alors, est-ce que cette vision est clarifiée aujourd'hui pour augmenter notre production quand on sait que la sardine est cédée sur le marché national à près de 300 dinars? Je suis gentil en disant 300 dinars. 400, 500. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je le disais, c'est que c'est une vision à moyen et long terme. En quoi elle consiste, pour être concret, M. Narvis? Elle est en train d'être étudiée et formulée. La priorité du moment, on a beaucoup de pain sur la planche, c'est les actions qui sont en cours, c'est les réglages à apporter. C'est quoi les actions que vous mettez en place actuellement? Alors, pour la feuille de route, madame, il y a 5 axes d'efforts principaux qui ont été dégagés. Il faut signaler et souligner que cette feuille de route a procédé d'une démarche éminemment participative. Donc c'est tous les acteurs qui ont été associés pour élaborer ce cadre logique. Donc il y a les professionnels, il y a les scientifiques, il y a les autres administrations partenaires. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à arrêter ces 5 axes d'effort. Le premier axe d'effort est celui du développement de la pêche, de l'organisation des filières de la pêche, et c'est à ce titre que est adressée en priorité cette question du prix et de la disponibilité du poisson en général et de la sardine en particulier, pour laquelle notre département accorde une attention particulière. Nous sommes en train de diagnostiquer cette filière. Il y a un éclairage nouveau qui est apporté parce que, il faut le reconnaître, des efforts considérables ont été faits en amont, mais pas suffisamment en aval. Donc nous sommes en train de mettre la lumière sur l'aval de cette filière, parce que ce rajeunissement de la flottille également. Oui, ça c'est l'implication des jeunes également. Tout à fait, madame, et ça c'est les efforts qui étaient faits en amont. Maintenant, en aval, nous avons vu que ce que nous faisions en amont ne donnait pas forcément les résultats attendus au niveau du consommateur. Parce que c'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on a fait par le passé n'était pas bon? Si, c'était très bon, il fallait le faire, mais maintenant nous sommes à une étape où il faut vraiment organiser tous les circuits de commercialisation et de distribution pour s'assurer qu'un prix juste soit donné aux producteurs
produits de la pêche en général et à la sardine en particulier, et que le consommateur ait le meilleur prix pour ce produit. Donc le premier axe d'effort... La question qui est soulevée aujourd'hui par beaucoup d'opérateurs, des consommateurs, etc., c'est qu'on considère qu'il y a beaucoup de poissons qui est pêché. Il y a une surpêche également. Mais seulement, le poisson n'arrive pas au marché national. Il est quasiment vendu en haute mer. Est-ce que c'est vrai ? Non, madame, nous n'avons pas ce genre d'informations ou d'indications. Ce que nous avons comme analyse jusqu'à présent, c'est qu'il y a une production. Elle n'est pas aussi importante que vous semblez le suggérer. Alhamdoulilah, on a une quantité qui est mise sur le marché, mais le problème, c'est que les circuits ne sont pas suffisamment organisés pour que ce produit arrive au consommateur à un prix, disons, juste. Parce qu'il ne s'agit pas également de démanteler la filière qui est en amont. Mais il faudrait que ces prix soient à un niveau qui soit accessible aux consommateurs. Donc ça, c'est le premier axe d'effort. Le deuxième axe d'effort, c'est celui de l'aquaculture, le développement de l'aquaculture, toujours dans cette optique d'organisation des filières avec la perspective du marché. Mais avec l'aquaculture, le problème qui se pose, c'est que les consommateurs n'aiment pas le poisson d'eau douce. Vous savez, madame, les idées reçues peuvent jouer des tours. Ce qu'il faut retenir, c'est que il est vrai que nous avons également fait ressortir cela dans l'analyse des filières, c'est que effectivement pour l'aquaculture d'eau douce, dulce aquicole pour les experts, donc effectivement ce poisson n'est pas tout à fait prisé par le consommateur, mais nous avons l'aquaculture marine où là c'est les poissons. On commence à avoir de la belle dorade sur le marché algérien. Exactement, madame. Et c'est de l'élevage. Voilà, donc c'est le loup, la dorade, la sole, le maigre. Là, c'est des poissons marins qui sont également élevés dans les fermes aquacoles. Donc il y a ce deuxième axe d'effort. Les soutiens de l'État pour l'aquaculture, ils sont importants aujourd'hui pour généraliser à l'ensemble des éleveurs. Ce qu'il y a, parce qu'on parle pour la dorade de 2 seulement qui est active sur le marché national. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que vu tous les efforts qui ont été faits auparavant, maintenant il faut vraiment faire le diagnostic de ces filières pour être sûr que les prochains efforts de soutien ou de régulation soient dans l'intérêt du consommateur. Donc c'est pour cela que nous sommes dans le cadre de la feuille de route, l'une des actions prioritaires, c'est de diagnostiquer toutes ces filières. Ça fait des années qu'on diagnostique, monsieur Narline. Là maintenant on voudrait voir les répercussions de cet effort qui a été engagé par le passé, puisqu'il y a des navires qui ont été prospectés, de la recherche qui a été faite pour voir un peu et prospecter, évaluer notre potentiel. Maintenant ce que les consommateurs attendent, c'est de voir du poisson disponible sur le marché. Le diagnostic qui était fait, madame, concernait surtout l'amont, c'est-à-dire l'investissement dans le domaine productif. Mais l'éclairage sur le marché, sur l'aval, n'a pas été suffisant, et c'est là où il y a beaucoup de marge à rogner au profit donc du consommateur, sans bien entendu léser le producteur pour que ces activités, comme je vous le disais, pour des considérations économiques, soient durables. Alors pour être concret, monsieur Nardi, quand les répercussions de cet effort seront concrétisées ou visibles sur le marché? On va attendre longtemps avant d'avoir les sardines à 200 et disponibles sur tout le marché? Madame, ce que je peux vous dire, c'est que tous les efforts sont fournis pour qu'à court terme, puisqu'il y a dans le cadre de la feuille de route des actions à court terme et des actions à moyen et long terme. Comment vous évaluez la flottille aujourd'hui? Elle est bien, elle est jeune, elle est moyenne? Il y a une proportion qui est jeune, donc c'est la proportion qui a fait l'objet des subventions des pouvoirs publics. Ça a permis de rajeunir un peu
la flottille en général, mais il y a également une autre proportion qui est assez vieillissante, et pour cela nous avons également décelé un problème en termes donc d'approvisionnement en matériel, équipement de pêche, pièces de rechange. Il y a également le segment d'activité que nous voulons donc développer, qui est celui donc de la réparation et de l'entretien naval. Alors, autrefois, le ministre sortant avait revendiqué la gestion des ports de pêche pour avoir justement une meilleure vision sur cette activité et l'organisation de cette activité. Est-ce qu'on peut considérer que cette question est toujours d'actualité? Madame, ce qu'il y a d'actualité, c'est que nous, notre souci, c'est l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs et des professionnels sur le terrain. Et croyez-moi, à travers donc toutes les visites que nous effectuons sur le terrain, justement pour préciser les contours de la feuille de route d'un point de vue opérationnel, parce qu'elle fera l'objet de planification par objectif avec tous les acteurs sur le terrain. Examen par le gouvernement. Voilà, les conditions de travail sont difficiles. Donc, ce qui nous importe, c'est d'améliorer les conditions de travail. Qui doit le faire? Améliorer les rendements. Voilà, nous n'avons pas de problème par rapport à cela. Notre souci, c'est qu'avec tous nos partenaires, nous arrivions à trouver les bons réglages pour faciliter donc les conditions de travail des professionnels. Monsieur Kamel Narli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, malgré le fait que vous soyez arrivé très tard hier du Maroc. Merci beaucoup. Merci beaucoup.